C'est parti. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous, surtout de vous être inscrits donc à ce webinaire sur les ventes en ligne intracommunautaires. Donc, je vais me présenter. Je suis Claire Mador, juriste en droit des sociétés au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, et je suis également membre du réseau Entreprise Europe Network. Donc, je vais vous présenter la première partie qui traitera donc des conditions générales de vente, notamment pour les e-commerçants, et ma collègue Tsvetanka Djedjerva, juriste en droit européen de la CCI Nouvelle-Aquitaine et membre également du réseau Entreprise Europe, vous présentera la deuxième partie sur la facturation, la TVA, et vous expliquera un petit peu plus en détail le réseau auquel nous appartenons toutes les deux. Petit rappel, avant d'aller sur le fonctionnement, il y a une thématique qui est quand même importante sur le règlement général de protection des données. Aujourd'hui, ne sera pas abordée en détail pour la simple et bonne raison qu'on pourra certainement faire un webinaire spécialement sur cette thématique qui est importante, mais je l'évoquerai quand même dans le support tout à l'heure. Donc sur le fonctionnement du webinaire, donc comme vous l'a dit au préalable Tsvetanka, c'est un webinaire qui est enregistré, donc on pourra le revoir en replay après. Les échanges que nous aurons après ne le seront pas. On coupera l'enregistrement pour qu'on puisse échanger plus librement dans le cadre justement du respect des règles du règlement général de protection des données. Vous avez la possibilité tout au long du webinaire, de poser vos questions soit vous les notez, soit vous les posez directement à droite de votre écran au niveau du chat. Donc, vous avez la possibilité d'y accéder avec sur la barre de tâches 3 petits points pour afficher effectivement la conversation. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai en ce qui concerne bien sûr ma partie sur les conditions générales en fin du webinaire. Et ensuite, on pourra échanger de vive voix après. Vous recevrez donc, alors oui, et un autre petit point, mais je crois que tout le monde l'a fait et je vous en remercie, c'était juste de couper les micros le temps de la présentation. On pourra réouvrir les micros après pour échanger plus librement. Vous recevrez donc par mail, je pense, dans la journée ou alors demain matin, donc le support qu'on va vous présenter et un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez effectivement nous donner votre ressenti sur la présentation. Et des liens cliquables en fin du support aussi seront à disposition pour aller un petit peu plus loin dans la démarche. Et après, bien sûr, avec Tsvetanka, on pourra aussi échanger par mail de manière individualisée, le cas échéant, à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est effectivement un nouveau mode de conférence qui, je pense, sera à développer et à privilégier dans l'avenir. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ce sujet tombe à point, car ce mode de commercialisation, qui est la vente en ligne, est une bonne alternative pour développer justement sa stratégie commerciale et pallier aux fermetures des magasins et des commerces et bien évidemment garder le lien avec le consommateur. Même si le commerce il est fermé, on peut toujours communiquer avec les consommateurs et proposer nos offres via ce biais du digital. Donc, nous allons commencer la première partie, les conditions générales de vente que je nommerai tout au long de ma présentation les CGV. Excusez-moi de parler comme ça, mais ça sera, voilà, conditions générales de vente, je vais plutôt utiliser le vocable CGV. Nous allons balayer un certain nombre de points, les éléments essentiels que doivent contenir justement les CGV par rapport aux sites e-commerce dont les biens sont à destination des particuliers consommateurs et comment on doit les mettre à jour. Conseiller les e-commerçants sur la validation des CGV par leurs clients lors d'un achat. Et on exposera bien évidemment les droits et devoirs des vendeurs et des particuliers en matière de médiateurs de la consommation. Point important, on s'y arrêtera un petit instant. Donc, la rédaction des conditions générales de vente, pour être assez clair là-dessus, c'est quand même une étape indispensable et obligatoire avant la mise en ligne sur le site internet ou sur une plateforme digitale. Donc, suivant la qualité de l'utilisateur, qu'il soit particulier ou
mon client est professionnel, la législation applicable ne sera pas la même. Donc cette petite nuance, je dirais même cette forte nuance est importante aujourd'hui à rappeler, puisqu'aujourd'hui, je ne traiterai des conditions générales de vente qu'à destination des consommateurs. Sur la définition de consommateur, pour qu'on soit tous, je pense, bien au fait, donc c'est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Nous sommes bien ici dans une relation de B2C, business to customer. Donc ça, c'est important de le rappeler. Vraiment, cette partie des CGV traite des conditions générales dans la relation B2C. Donc les conditions, les CGV d'un site, elles ont une importance considérable, elles sont indispensables et obligatoires, mais elles sont surtout là, pourquoi ? Pour encadrer et sécuriser les relations commerciales avec vos clients, d'où l'intérêt de bien les rédiger. Comme vous pouvez vous en douter, donc l'entreprise de e-commerce s'expose à des sanctions si elle ne respecte pas ses obligations. Donc, comme je vous l'ai mentionné, on va justement, par rapport au slide que vous avez en face de vous, voir un petit peu en détail ce que doit contenir les conditions générales. Donc, tout d'abord, le site e-commerce doit comporter plusieurs mentions obligatoires, étant donné qu'il s'agit d'un site professionnel. Vous êtes un professionnel, vous vendez des services ou des produits. Il y a des mentions, bien évidemment, obligatoires à... Reviens juste avant, s'il te plaît, Tsvetanka. Le slide d'avant, je vais m'attarder un tout petit peu dessus. Donc, les mentions vous sont présentées ici, bien évidemment, sur ce slide-là, mais vous aurez en fin de webinaire, enfin pas de webinaire, mais en fin de document, des liens cliquables vous permettant d'aller voir en détail les différentes mentions obligatoires. Donc, l'article L111-1 du Code de commerce impose cette obligation d'information précontractuelle à la charge des entreprises, vous, envers le consommateur. Donc, sur ton site de e-commerce, le professionnel doit communiquer obligatoirement, de manière lisible, compréhensible, les informations suivantes avant la conclusion d'un contrat de vente ou de la conclusion d'une prestation de service à distance. Si on s'arrête un petit peu sur ce slide-là, les informations relatives à son identité, c'est quoi? Il faudra mentionner ici la dénomination sociale de l'entreprise, son numéro SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire et quelle activité elle déploie. En plus des CGV, il y a une rubrique sur les mentions légales qui devra être également accessible aux consommateurs. Qu'est-ce que c'est? Les mentions légales, c'est qu'est-ce qui doit apparaître en cas de contrôle sur mon site internet, où là, effectivement, on va reprendre l'identification de l'entreprise, les activités, l'utilisation des cookies, le cas échéant, l'utilisation des fameuses données personnelles. Je collecte des données, je dois respecter le règlement général de protection des données. Donc ça, c'est le premier point sur l'identité. Ensuite, les coordonnées de l'entreprise, point important, mentionner bien évidemment dans ces documents-là votre adresse mail, votre téléphone, tous les supports que vous pouvez utiliser pour être joignable et répondre aux interrogations et questionnements du consommateur. Sur les caractéristiques essentielles du bien ou des services vendus sur ce point, je vous invite à décrire précisément ce que vous faites, de décrire en détail les services que vous proposez par votre entreprise pour justement lever toute ambiguïté avec le consommateur. Cette rédaction sera d'autant plus importante si vos conditions générales sont accompagnées d'un devis. Pour ne pas alourdir le devis, il est en général plutôt utilisé dans l'utilisation courante, c'est de décrire un certain nombre de biens et de services dans ces conditions générales pour être clair avec le consommateur et vraiment lever toute ambiguïté. Cela évitera effectivement les différends à venir. Et il est important de détailler les termes techniques pour ceux qui auront effectivement des activités qui s'y prêtent. Donc voilà, détailler ce que veut dire un mot, parce qu'on a tous des métiers différents. Et donc c'est vraiment pour être clair avec le consommateur. Donc ça, sur les caractéristiques essentielles, on est vraiment précis sur la rédaction de ces caractéristiques. Sur le prix des biens et des services vendus, il est nécessaire donc d'afficher, pas forcément d'afficher le prix dans ces conditions générales, mais de préciser un certain nombre de points. Je vous l'ai dit et je vous le rappelle, les conditions générales, c'est le socle
de la négociation commerciale. Quand il y a un différend à un moment donné, on se retourne toujours vers ces conditions générales pour voir comment on peut régler le problème en question. Donc sur les prix, il faut bien préciser ici que tous les prix sont TTC, toutes taxes françaises comprises, et autres. Les coûts supplémentaires qui peuvent être ajoutés, par exemple en cas de livraison, en cas de retour de marchandises, ou en fonction du pays destinataire, devront être bien évidemment mentionnés dans ces conditions générales. La date, le délai, que vous voyez toujours sur le support de livraison du bien ou du service vendu ici, concernant notamment les droits de douane, il faut informer le consommateur que les produits livrés en dehors de l'Union européenne, il peut y avoir des obligations et des taxes sur l'importation perçue lorsque le colis arrive à destination, et d'écrire précisément le processus de livraison. Ça aussi, c'est quand même important, et souvent, on peut aller regarder sur des conditions générales de grands sites, le processus de livraison est totalement expliqué, comment ça se passe en cas de retour de marchandises, en cas de colis qui arrive abîmé, comment ça se passe. Mais pour savoir comment on régit la relation commerciale, il faut aller voir les conditions générales, d'où l'intérêt de les rédiger de manière précise. Sur le droit de rétractation, les modalités d'application, ainsi qu'un modèle ou l'information selon lequel le client peut bénéficier de ce droit de rétractation est important, et on va le voir un peu plus en détail dans une des slides suivantes pour bien vous montrer cet intérêt et cette importance de respecter ce droit de rétractation du consommateur. Je rappelle ici, les conditions générales que je vous décris ce matin sont vraiment à destination des consommateurs. On est dans une relation B2C. Et les informations, pour en terminer sur ce slide, le service après-vente, sur ce point, là encore, il est important de prévoir l'imprévisible, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui devraient les rédiger, mais pour ceux qui les ont déjà et qui devraient les mettre à jour, pensez à tout ce qui est possible pour que sa responsabilité ne soit pas engagée et que la procédure pour lever les différentes interprétations, que la rédaction soit claire. Et sur le dispositif de médiation, là aussi, je vais le détailler dans quelques instants. Donc, tu peux changer de slide dès ton cas. Pour finir sur les obligations d'information précontractuelle obligatoires mentionnées, bien évidemment, dans les conditions générales, il va falloir mentionner aussi les garanties légales et leur mise en œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme garantie en fonction du bien ou du service rendu. Expliquer le processus pour engager la garantie légale de conformité. Mais il y a aussi la garantie légale des vices cachés ou encore éventuellement la garantie commerciale, éventuellement consentie par vous-même. Et préciser le cas où votre responsabilité ne sera pas engagée. Là aussi, c'est un paragraphe des conditions générales important de bien faire attention à mentionner ces garanties légales et leur mise en œuvre. Sur la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur, à savoir le fameux délai de rétractation qu'on va voir juste après. L'existence aussi, vous pouvez toujours ajouter dans vos conditions générales l'existence de codes de bonne conduite applicables qui équivaut aussi, et souvent vous le voyez, politique de retour. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intégré dans les conditions générales, mais qui peut être un document à part. En tout cas, le slide d'avant, c'était vraiment toutes les mentions obligatoires, et au fil de votre activité, de votre processus, vous pourrez rajouter des éléments pour améliorer vos conditions générales. Donc les CGV doivent bien évidemment rappeler le processus de commande applicable, informer le client de son obligation et du paiement suite à la passation de sa commande. Là aussi, on est sur des informations quand on fait du e-commerce, sur un site marchand, de bien prévoir ce processus de commande applicable qui est obligatoire. Donc ici, sur ce processus, pour en terminer, c'est bien évidemment, je précise comment je vais passer ma commande. Je crée un compte, je sélectionne un produit, je l'ajoute dans mon panier, je vérifie le prix, du moins le client vérifie le prix, son mode de livraison, confirme la commande, un message de confirmation est envoyé par mail. Ça, ce sont des exemples qui doivent être présents dans vos conditions générales, dans la partie passation de commande,
pour être bien au fait et bien au clair avec le consommateur. Nous allons voir maintenant comment rédiger justement les conditions générales. Pour respecter ses obligations en matière de communication des conditions générales, l'entreprise peut prévoir des CGV applicables à la fois aux particuliers, donc le consommateur, et aux clients professionnels. Donc je vous ai dit en préambule, aujourd'hui on ne voit que les conditions générales à destination des particuliers. Mais pour certains d'entre vous, présents aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des clients qui sont des entreprises, être sur du B2B. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut très bien, quand on rédige des conditions générales, prévoir un modèle de conditions générales applicable et aux consommateurs et à l'entreprise. Simplement, on précisera entre parenthèses à chaque paragraphe, soit il concerne tout le monde, et on précisera ce paragraphe et notamment le droit de rétractation. Le délai de rétractation ne concerne que le client consommateur, le particulier et non le professionnel qui n'a pas la possibilité de se rétracter dans la relation commerciale. Donc pas de panique, on peut très bien faire une trame de conditions générales avec des mentions qui diffèrent pour englober la totalité de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. D'accord ? Dans la pratique, pour en relire un certain nombre, je vous invite à privilégier cette première proposition, notamment quand un jour vous allez devoir mettre à jour vos conditions générales. Il est important de plus vous allez avoir de conditions générales, plus ça va être compliqué de les mettre à jour si vous en avez 3-4. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment une trame de conditions générales qui permet et qui correspond aux clients professionnels et aux clients particuliers. Sinon, c'est prévoir 2 pages de conditions générales différentes, un à destination des consommateurs, un à destination des professionnels. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de modèle type de conditions générales, mais il est nécessaire de les aménager en fonction de ses biens vendus, de ses services vendus, réalisés et de son secteur d'activité. Donc vous aurez tous la même trame dans le sens où vous avez tous des mentions obligatoires à respecter et ensuite vos conditions générales vont être aménagées en fonction de ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur et comment vous avez envie de régir votre relation contractuelle avec les différents clients. Les CGV, donc je vous l'ai dit, doivent comporter des mentions obligatoires et des mentions complémentaires peuvent être apportées en fonction de la gestion de son entreprise. Il est recommandé, sur la rédaction de ces conditions générales, de se faire assister par un professionnel. La législation applicable étant complexe et couramment modifiée. Je vous invite également à les faire relire régulièrement, au moins une fois par an, pour y ajouter les nouveaux commentaires ou les nouvelles fonctionnalités propres à l'entreprise, puisque vous avez décidé de faire une autre prestation ou un autre produit. Et donc là, effectivement, il faudra bien évidemment les modifier en conséquence. Ensuite, comment faire valider les conditions générales de vente sur le site? L'entreprise a l'obligation de communiquer un certain nombre d'informations aux clients. Ces informations figurent en grande partie donc, dans les fameuses conditions générales de vente. Pour qu'elles soient applicables, l'entreprise doit s'assurer que chaque client ait pris la connaissance de ces conditions générales de vente et qu'elle les ait acceptées, bien évidemment, avant de valider une commande. On est sur un site, je rappelle, un e-commerce. Une méthode sécurisante, justement pour cet e-commerçant, consiste à obliger chaque client à prendre connaissance de ces conditions générales, puis de les accepter avant de pouvoir valider la commande. On l'a tous, nous aussi, vu quand on commande pour notre propre compte sur un site en ligne, avant de pouvoir accéder au paiement, il y a cette petite case qu'il faut cocher. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables et de les avoir acceptées sans restriction. Donc ça aussi, dans votre processus au niveau de la commande, je vous invite à rajouter cette fonctionnalité pour vous assurer que le client a pris conditions générales. Il les lit pas. S'il coche la case, il est censé les avoir lues et les avoir acceptées. Donc il respecte le contrat conclu entre lui et vous. Donc, il faut bien entendre que le client puisse accéder à ces conditions générales. Donc, il y aura bien évidemment cette petite mention à rajouter. Je vous rappelle également de mettre à disposition sur votre site internet, même en l'absence d'une commande, que ces conditions soient, comme je vous l'ai dit au préambule, lisibles sur le site. En général, vous les trouvez en fin
sur votre page de site internet, vous avez des liens en bas, les mentions légales, les conditions générales, le contact. Donc c'est ici qu'on peut les trouver, même si on ne va pas forcément passer une commande. Mais si avant de passer une commande, je veux savoir un petit peu comment est régie la relation commerciale, moi consommateur, je peux aller les voir. Donc vous avez cette obligation-là de les mettre en ligne, commande ou pas commande. Donc sur la mise à jour des conditions générales de vente et l'évolution de votre entreprise, de nombreux changements dans votre activité peuvent vous amener à justement mettre à jour vos CGV. Par exemple, vous décidez, courant d'année, vous créez aujourd'hui, année prochaine, vous décidez de modifier votre mode de livraison. Ce qui est aujourd'hui, pour certains, le cas, puisque certains ont pu ajouter le click and collect, de par effectivement la situation actuelle et ce fameux plan de relance de l'État. Vous proposez ce click and collect alors que vous êtes fermé administrativement. Vous lancez une nouvelle offre ou vous lancez un nouveau moyen de paiement. Sont autant d'événements qui entraînent une mise à jour de vos conditions générales. Donc, elles doivent être en harmonie, ces CGV, et en conformité avec votre activité. Il est donc indispensable de les modifier lorsque votre entreprise évolue. Donc, toute modification du processus de livraison, les modalités de paiement. Donc là, je vous donne des exemples qui font que, effectivement, la mise à jour est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut les faire relire régulièrement parce que bien souvent, vous êtes dans votre activité. Et on ne prend pas assez de recul pour relire ces conditions générales et voir si les conditions que j'ai créées au moment de la création de mon entreprise sont toujours en accord et valides avec mon activité et éventuellement les nouvelles offres que j'ai pu proposer. Pourquoi faut-il avertir justement le client de ces modifications? Il y a forcément un intérêt. Ici sont visés les clients en cours, avec lesquels vous avez une relation professionnelle au moment de la mise à jour de ces conditions générales. Ces derniers ont accepté les CGV qui subissent une modification alors qu'ils sont justement en affaire avec vous. Le client doit être averti de ces modifications apportées au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales. L'information apportée à vos clients en cours doit indiquer la date de prise d'effet de vos nouvelles conditions générales et la possibilité qui lui est offerte de résilier le contrat sans pénalité de résiliation. Tout ça pour vous dire ici qu'il est important de dater vos CGV. C'est ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans vos modifications et dans la mise à jour, que ceux qui ont contracté avec vous, pour être tout à fait précise, en novembre 2019, ce sont les conditions générales de novembre 2019 qui s'appliquent. Et pour un prochain consommateur, parce que vous changez vos conditions en cours, dans la mesure où il contracte après la modification, ça sera la nouvelle mouture de ces conditions qui sera prise en compte. Un autre point important, donc dater ces CGV pour justement faire face à ces éventuelles réclamations. Donc je vous l'ai dit, il est indispensable de dater vos CGV pour savoir où vous en êtes au niveau de la relation contractuelle. Sur le délai maintenant de rétractation, en matière de vente à distance, le consommateur, dont j'ai rappelé la définition en préambule, a le droit à un délai légal de rétractation de 14 jours. Cela signifie qu'il bénéficie de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier un motif, ni d'ailleurs à payer de pénalité, à l'exception des frais de retour pour les ventes de marchandises. Là aussi, vous pouvez prévoir, il a le droit d'utiliser son délai de rétractation, par contre, s'il nous retourne le produit, ça sera à ses frais. Ça, c'est possible dans la simple et bonne mesure, et ces mentions-là sont indiquées clairement dans les conditions générales. Donc, il est très important, là aussi, de détailler la procédure de rétractation et ses modalités de retour des marchandises. Surtout, quels produits ne seraient pas soumis, justement, à ce fameux droit de rétractation. Certains produits, de manière légale, ne sont pas soumis à ce délai de rétractation. Vous devez faire figurer clairement dans les CGV ce droit de rétractation. Et il y a un modèle qui existe que vous pouvez aussi mettre et fournir ce modèle, consommateur. Donc évidemment, vous avez le droit aussi de proposer dans le cadre de votre stratégie commerciale des délais plus longs ou le remboursement des frais de retour. Sur ce point, marketing, je dirais, certains cybermarchands ont réussi à gagner la confiance du client puisqu'ils ont pu étendre, par exemple,
Le délai de rétractation plus long, avec un retour de marchandises gratuit. Là, aujourd'hui, chacun décidera, c'est propre à sa politique commerciale, mais en tout cas, on peut quand même aménager les conditions générales. Enfin, donc tu peux changer de slide. Je terminerai sur ce point au niveau du médiateur de la consommation. Donc, point important, où là, effectivement, je me rends compte que beaucoup d'entreprises n'ont pas mis à jour leurs conditions générales de vente. Et pourtant, depuis le 1er janvier 2016, le professionnel doit proposer sur son site de e-commerce un dispositif de médiation qui pourra être saisi par le consommateur qui ne serait pas content du service ou du produit. Le service de médiation, donc, qui est proposé, est gratuit pour le consommateur, mais par contre, il est payant pour vous, entreprise, qui a l'obligation justement de contracter avec ce médiateur. Ce qui veut dire que vous devez aller chercher votre médiateur en fonction de votre secteur d'activité, contracter avec lui. Donc, il y a forcément une redevance, c'est payant pour vous, mais c'est permettre l'accès à ce médiateur de la consommation, obligation légale depuis 2016, à apposer dans les conditions générales. Donc, vous devez forcément informer le client de ce dispositif de médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation ? Peut-être défini, c'est un mode de résolution des conflits qui consiste à accompagner les parties dans la résolution du conflit qui les oppose en demandant l'avis d'un tiers et de ce fameux médiateur avec lequel vous avez ou vous devrez contracter. Donc la médiation, elle a pour objectif d'éviter une action en justice, en cas de litige, bien évidemment. C'est vraiment le but premier. La médiation des litiges de la consommation s'applique donc aux litiges entre professionnels et un consommateur, toujours dans cette relation B2C. Ça ne concerne pas les litiges entre professionnels. Maintenant, les obligations en matière de médiation, le professionnel donc, doit informer, effectivement, qu'il doit recourir à ce fameux médiateur de la consommation. Vous aurez bien évidemment en fin de support, je vous le dis tout de suite, un lien cliquable vous permettant d'aller justement chercher en fonction de votre activité, les médiateurs qui sont référencés. Donc, concernant ce champ d'application de la médiation et de ce processus de médiation des litiges, donc l'ordonnance de 2015 indique notamment que la médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Le consommateur doit y recourir, bien évidemment, gratuitement. C'est au professionnel de garantir au consommateur ce recours effectif, ce qui veut dire que vous devez mettre le nom du médiateur avec son adresse et ses coordonnées en lien cliquable directement dans vos conditions générales. Donc, soit vous mettez en place votre propre dispositif de médiation, ou alors vous avez recours justement à un médiateur référencé, et par exemple la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, est un organisme qui permet justement un dispositif de médiation pour les activités spéciales e-commerce. Donc, si vous devez hésiter sur le nom d'un médiateur, vous avez au moins la FEVAD qui correspond à votre activité de e-commerçant. Donc, les coordonnées doivent être bien évidemment précisées, le nom, l'adresse mail et éventuellement le téléphone pour que le consommateur puisse avoir recours à ce médiateur. Et conformément, là aussi, à l'article 14.1 du règlement de l'Union européenne de 2013, tout consommateur qui rencontre un litige avec une entreprise ou avec un consommateur qui est situé dans l'Union européenne, puisque là, je vous ai parlé de ce médiateur franco-français, mais si vous avez effectivement des consommateurs qui sont à l'étranger, ici, vous avez l'obligation aussi, deuxième obligation sur la médiation, de mettre un lien, c'est le Whitegate Europa, il est bien évidemment aussi en lien cliquable, où là, vous avez le professionnel est tenu d'informer donc de ce client de cette existence de cette plateforme qui a été mise en place par la Commission européenne pour permettre à un consommateur hors Union européenne de pouvoir, lui aussi, user de ce recours à la médiation de la consommation. Donc, le lien sera, il n'y aura plus qu'à le recopier pour l'ajouter, le cas échéant, dans vos propres conditions générales. Pour terminer sur ce rapide tour des obligations, qu'est-ce que c'est que des conditions générales? Comment on les rédige? Comment on les met à jour? Quel est l'intérêt?
Il y a bien évidemment, et c'est sur ce slide-là que je vais finir ma présentation, à défaut bien évidemment de non-respect de ces sanctions, de ces obligations, pardon, des sanctions sont applicables bien évidemment. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas vous lire le slide sur le montant de l'amende, ça n'a pas d'intérêt. Sachez que notamment sur le médiateur de la consommation, la répression des fraudes exerce des contrôles pour voir si les sites e-commerçants ont bien mis à jour leurs conditions générales via justement cette réglementation qui date de 2016 sur le médiateur de la consommation et demande aux e-commerçants de mettre à jour leurs conditions générales puisque beaucoup n'ont pas vu cette information passer. Écoutez, voilà, j'en ai terminé sur cette première partie, sur les conditions générales de vente. Je vous l'ai dit, je répondrai à toutes vos questions. Je vois que sur le chat, il n'y en a pas. Donc, si vous avez des questions à me poser tout à l'heure, bien évidemment, nous les verrons, nous les étudierons à l'oral. On réouvrira les micros pour ceux qui voudront prendre la parole. Après, effectivement, que ma collègue Tsvetanka aura fait sa présentation, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, la présentation est enregistrée, donc on coupera l'enregistrement pour pouvoir répondre à vos questions de manière plus libre et surtout toujours en respectant le règlement général de protection des données. Merci en tout cas à tous et à toutes de votre attention. Et Tsvetanka, écoute, c'est à toi pour ta partie, pour conclure. Tu actives ton micro, Tsvetanka. Tsvetanka, on ne t'entend pas. Il faudrait que tu actives ton micro. Pardon. Là, c'est bon? Oui. Excusez-moi pour ce moment. Là, je remets. Bien sûr. Ok, donc après avoir vu l'obligation les obligations liées aux conditions générales de vente, maintenant je vais vous parler de l'autre fondamental de la vente sur une boutique marchande en ligne qui est lié à la facturation. Il faut savoir que sur le e-commerce, les CGV et la facture sont les deux éléments auxquels il est très très compliqué de déroger. Du coup, bon, cette partie va être moins dense en termes d'informations parce que je vais faire un rappel de quelque chose que vous connaissez déjà. Mais dans le contexte, il faut surtout retenir l'aspect obligation. Donc, la facture, vous n'êtes pas sans savoir que la facture est ce document qui va prouver l'achat pour le client et la vente pour vous d'un bien ou d'un service, et tout en attestant la dette que ce client contracte envers vous en tant que vendeur. Dans le cadre des ventes en physique à destination de particuliers et en fonction des sommes qui sont en cause, la facture est plus ou moins obligatoire, ou elle doit être émise que si le client le demande, après en fonction de si on est dans le cadre d'une vente de marchandises ou d'une prestation de service. Par contre, dans le cadre des ventes en ligne, que ce soit envers un professionnel ou envers un particulier, la facture est obligatoire. Et ce document doit être nécessairement intégré à votre comptabilité pour justifier toutes les activités de votre boutique en ligne. Dans un premier temps, je vais faire un rappel de quelques fondamentaux de l'établissement de la facturation pour les ventes en ligne. Notamment liées aux questions quand et comment l'envoyer, quelles mentions obligatoires, comment les mettre et comment l'intégrer à votre comptabilité. Ensuite, nous allons voir les règles de TVA qu'il faut appliquer. Et pour finir sur les différentes possibilités de se mettre aux ventes en ligne.
Donc, les fondamentaux de la facturation, le principe fondamental de chaque activité des entreprises en e-commerce, c'est le paiement sans facture est illégal. Cette facture doit être transmise à vos clients pour chaque transaction. Selon le Code du commerce, les manquements graves aux obligations de facturation, que ce soit dans le cas d'une facture incomplète ou d'une facture fictive, ces manquements peuvent entraîner des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 75 000 € pour les personnes physiques et le double pour des personnes morales. Bon, une fois cet élément précisé, voyons donc les mentions obligatoires qui doivent figurer à tout prix sur vos factures e-commerce. Vous avez différents types de mentions obligatoires. Comme vous le voyez sur la diapo, elles peuvent être classées dans les catégories suivantes. D'abord, les mentions obligatoires relatives à la facture elle-même. Rien de nouveau sur ce point. Il faut nécessairement préciser la date d'émission, la date de livraison ou de la vente et le point important, le numéro de facture. Attention sur ce point, les règles classiques de numérotation des factures s'appliquent aussi en e-commerce. C'est-à-dire, chaque facture doit disposer d'un numéro unique et les numéros doivent se suivre dans l'ordre d'émission de l'ensemble de vos factures, que ce soit celles en e-boutique ou en physique. Deuxième catégorie de mentions obligatoires, ce sont celles relatives à l'objet de la vente. Nous retrouvons ainsi la désignation précise des produits vendus, la quantité par produit, le prix unitaire hors taxe, la TVA applicable, pourcentage et montant, le prix, toute taxe comprise et éventuellement toute réduction sur le prix de la marchandise à la date de vente. Et les deux dernières catégories que j'ai englobées sur la diapo sont liées aux mentions obligatoires relatives à l'identité des parties dans la vente, c'est-à-dire les informations liées au vendeur, raison sociale, adresse de l'entreprise, numéro SIRET ou un numéro RCS et ville d'immatriculation si vous êtes un artisan, ou le cas échéant, numéro individuel d'identification à la TVA. Et bien sûr, les informations liées au client, nom, adresse et depuis 2019, l'adresse de facturation si elle est différente de l'adresse de livraison. Une autre question par rapport à la facture. Sous quel format il faudra faire parvenir cette facture? Ainsi, trois possibilités s'offrent au vous. Soit la version papier, soit la version numérisée format PDF à transmettre par mail ou sur l'espace client, soit une version électronique de la facture. Attention, concernant ces factures électroniques, le terme électronique est souvent malmené parce qu'il est utilisé pour désigner une version numérisée de la facture. À savoir que la catégorie facture électronique existe bel et bien, mais doit nécessairement passer par certains types de logiciels. Et pour l'instant, elle ne concerne que les transactions nécessitant l'émission de factures vers des organismes et services publics. Son application dans les transactions B2B, c'est-à-dire d'un professionnel à un autre, prévue à partir de 2020. De fait, cette modalité n'est pas encore ouverte pour les clients particuliers. Et dernier élément important à rappeler lié à la facturation, c'est le moment de l'émission de la facture.
ce moment de l'émettre est le moment d'envoyer le colis et non pas le moment de la passation de la commande ou du paiement. Donc, au final, si vous optez pour le format papier, vous avez la possibilité d'insérer la facture en papier dans la boîte du colis. Et bien sûr, si vous optez pour la facture numérisée en format PDF, celle-ci doit partir au moment de l'expédition du colis. Donc, ça c'était le rappel fondamental de la facturation en e-commerce est obligatoire. Deuxième question liée à cette facturation. Qui dit facture dit souvent TVA. Petit rappel, du coup, nous allons faire un petit rappel des règles de facturation. Lorsqu'on est dans le cadre d'une vente à un particulier situé en France. Dans le cadre d'un client particulier situé en France, c'est que ce soit vente en physique ou vente sur Internet, c'est un cas d'application de la TVA française. Là où la question peut se poser est celle de savoir quelle TVA privilégier lorsque nous vendons en ligne à un particulier qui est situé dans un autre État membre de l'Union européenne. Du coup, nous avons un régime actuel qui est assez compliqué dans le sens où il y a l'application de la notion de seuil qui est différente d'un État à l'autre. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque vous vendez en ligne à un particulier qui est situé dans un État membre de l'Union européenne, la TVA française sera applicable jusqu'à un certain seuil fixé par l'État membre de votre acheteur particulier. À partir du moment où vous dépassez ce seuil, la TVA française arrête d'être appliquée et vous devez appliquer la TVA de l'autre État et surtout déclarer et payer la TVA dans cet autre État. Dans la majorité des cas, ce seuil est fixé autour de 35 000 euros. En fin de présentation, qui vous sera, enfin, comme vous allez le voir, vous disposez du lien vers le tableau actuel de la Commission européenne qui recense tous les seuils applicables pour l'instant. Et la complexité de cette disposition, de ce régime, va entraîner une modification qui sera applicable à partir du 1er janvier 2021. Jusqu'à présent, le seuil dont je vous ai parlé dépend de la décision unilatérale de chaque État. À partir de janvier 2021, le seuil devient uniformisé et passe à 10 000 euros pour tous les États membres de l'Union. Et une fois ce seuil dépassé, les paiements de TVA vont se faire via un guichet unique, à l'instar de tout ce qui existe pour les prestations de services électroniques fournies à des particuliers dans l'Union européenne. Quelques mots sur ce guichet unique qui sera disponible pour ces ventes en ligne. Donc, il sera ouvert pour les entreprises françaises qui réalisent des ventes à distance ou des prestations de services transfrontaliers et vous pourrez le trouver à partir du 1er janvier 2021 sur le site des impôts, tout simplement. Un dernier élément pour terminer avec les ventes en ligne à des particuliers dans l'Union européenne. Donc c'est l'obligation d'établir une déclaration d'échange de biens. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche sur la diapo, donc,
lorsque vous dépassez le seuil, vous êtes établi en France, vous vendez en particulier dans l'Union européenne et vous dépassez le seuil fiscal qui est applicable de 46 000 euros, vous devez établir une DEB. Si vous ne dépassez pas ce seuil, vous n'avez pas besoin d'établir une DEB et il en va ainsi lorsque non, l'autre catégorie ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc voilà. Ça, c'était les grands fondamentaux de la facturation avec la TVA et les mentions obligatoires. Quelques mots rapidement sur les différentes manières de se mettre au numérique. Oui, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, vu le contexte sanitaire. Les trois grandes possibilités qui s'offrent en général aux entreprises pour se mettre au numérique sont liées à la création, d'abord, la base, la création de son propre site marchand. Ensuite, le passage au fameux click and collect ou, troisième possibilité, en passant par des plateformes dites marketplace, style Amazon, Cdiscount et pour en citer que deux. Alors, le choix entre ces trois peut s'avérer assez compliqué à faire, dans le sens où chaque possibilité, chaque solution qui s'offre à vous peut peut poser des problèmes, peut avoir des avantages, mais peut aussi avoir des coûts plus ou moins élevés. Vous pouvez trouver des informations générales. D'abord, concernant la création de votre propre site, une fiche technique qui est disponible sur le site du ministère de l'économie et qui regroupe, qui explique assez bien les différents points problématiques auxquels sont confrontées les entreprises lorsqu'elles veulent créer un site internet. Ensuite, en fonction de votre propre décision, si vous voulez pas vraiment vous lancer dans la création d'un site internet, vous avez des plateformes qui ont été mises en place du style Click Mon Commerce, une plateforme gouvernementale qui est une plateforme interactive sur laquelle vous pourrez trouver des solutions en fonction de ce que vous recherchez comme numérisation. Le lien est également disponible sur cette diapo qui vous sera transmise après. Et dernière information. Donc, comme je disais, chaque possibilité doit être envisagée en faisant la balance coût-avantage. Et en ce sens, il est à noter qu'un plan national pour accompagner la numérisation des entreprises a été mis en place. Vous pouvez trouver les informations générales en suivant le lien sur la diapo. Mais encore une fois, ce sont des informations générales que vous allez trouver sur le site du ministère de l'économie. Et si vous voulez vraiment avoir plus d'informations concrètes sur les détails des aides dont vous pouvez bénéficier, ou d'autres aspects de ce plan de numérisation, je vous conseillerais de vous adresser à votre CCI locale qui est chargé d'assurer un premier accompagnement sur ce point. Donc voilà, merci pour votre attention. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et laisser la place à l'échange questions-réponses. Dans tous les cas, dans cette présentation qui vous sera transmise après, vous avez nos adresses email. Et du coup, si nous n'arrivons pas là de suite à répondre à votre question ou vous avez une interrogation plus tard,
Du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Nous sommes là pour trouver une réponse, pour essayer de vous apporter une réponse. Avant Svetanka, Oui. merci. Avant de poser des questions et de pouvoir que chacun réouvre son micro, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le réseau Entreprise Europe pour que les gens autour de la table puissent avoir connaissance de ce réseau et comment on peut les accompagner? Bien sûr. Donc, le réseau Entreprise Europe est un réseau mis en place par la Commission européenne qui regroupe tous les États membres de l'Union européenne, mais qui va au-delà, puisque nous avons 63 pays, en tout 63 pays partenaires. Enfin, je pense 63. Oui. Donc, une soixantaine de pays partenaires. Donc, le but de notre réseau est d'accompagner les entreprises dans leur développement, on va dire, à l'européenne et à l'international. Cet accompagnement inclut la recherche de partenaires commerciaux. Cet accompagnement inclut aussi l'organisation d'événements d'échanges commerciaux. Ensuite, nous proposons aussi un service d'accompagnement juridique avec l'organisation des réunions d'information comme celle-ci, avec un service questions-réponses qui est un accompagnement individuel mais qui reste ponctuel sur une problématique ponctuelle et bien sûr un autre accompagnement individuel plus poussé lorsqu'une entreprise est sur le point de mettre sur le marché un produit innovant ou veut tout simplement sécuriser sa démarche de commercialisation avec une recherche réglementaire et normative. Donc, je pense que j'ai fait le tour des grands services proposés. Du coup, C'est bon, merci, merci Svetanka. Écoutez, tu vas pouvoir arrêter au moins l'enregistrement et puis si vous avez des questions,